Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Je me présente, mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Micheline Dessureau, avocate de chez Terrien Couture Jolicoeur. Nous travaillons depuis plusieurs années avec Micheline dans l'accompagnement des entreprises à l'exportation. Aujourd'hui, nous allons toucher le sujet de la propriété intellectuelle et de toutes les façons de bien se protéger, surtout quand on va à l'exportation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Micheline Dessureau, comment ça va? Ça va très bien, Catherine, et toi? Oui, ça va bien. Je suis contente aujourd'hui de faire un balado avec toi parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble avec les entreprises des régions desservies par CQI, puis tu es vraiment une super partenaire. Fait que Micheline, toi, tu travailles pour Terrien Couture Jolicoeur, tu es même associée au cabinet. J'aimerais ça que tu prennes un peu le temps de te présenter. Oui, bien, avec plaisir. Écoute, effectivement, je suis associée du cabinet. Je suis également la directrice de deux unités d'affaires, qui est celle des affaires internationales et celle de la propriété intellectuelle et des technologies d'innovation, donc PITI. Bon, notre cabinet est la résultante d'une fusion au cours des récentes années de deux cabinets qui étaient Terrien Couture et Jolicoeur-Lacasse pour regrouper maintenant un groupe de professionnels qui sont non seulement avocats, mais avocats, notaires, fiscalistes, spécialistes en ressources humaines également et agents de marque de commerce. Donc, c'est un groupe d'à peu près 175, presque 200 professionnels plus le staff. Et également, comme tu dis, ça fait des années qu'on est partenaire avec CQI. Mon Dieu, ça doit faire pas loin de 20 ans maintenant, ou à peu près. Et comme tu as pu le voir également depuis de nombreuses années, bien, nous sommes également partie de regroupements internationaux de cabinets d'avocats. Donc, on est présent dans plus de 60 pays avec au moins plus de 200 ou 250 cabinets affiliés, donc des milliers de partenaires un petit peu partout qui peuvent nous aider justement à protéger et accompagner nos clients quand ils s'en vont sur des marchés internationaux. Micheline, toi, tu es quelqu'un, moi, je trouve très allumé. Tu animes plusieurs formations pour nous, puis tu es aussi, juste pour parler un peu de toi, tu es un voilier. Moi, ça me fait capoter de voir que tu es quelqu'un comme ça. Tu aimes beaucoup voyager. En plus, d'accompagner des entreprises à l'exportation. Donc, toi, ta spécialité chez Jolicoeur, chez le Terrien, pardon, je me mêle avec l'ancien nom, là. C'est quoi exactement? Ben, écoute, du fait que de par mes fonctions, non seulement comme directeur, mais moi, ça fait quand même 35 ans que j'accompagne les entreprises à tous les jours. Donc, quand ça vient le temps de dire, j'ai quelque chose, je viens d'innover, j'ai quelque chose de nouveau que je voudrais mettre en marché, comment je m'y prends, je voudrais exporter. Ou encore, même si c'est pas quelque chose qui est nécessairement une innovation, on veut simplement s'en aller sur un marché à l'étranger, exporter ses produits, ses services, ou encore on a des problématiques où là, il faut plutôt importer des intrants, des équipements. Que ce soit d'aller aussi loin que d'acheter une entreprise ou d'en former une dans un pays étranger, ou simplement établir les contrats de distribution, les contrats d'agents, enregistrer les marques de commerce, engager des employés. On a la portion fiscale également qui se rajoute à ça. Moi, je ne suis pas fiscaliste, mais dans le fond, on a tout un groupe d'individus au sein de notre équipe spécialisée et des partenaires aussi à l'étranger qui font en sorte que, peu importe la raison d'un client, qu'est-ce qu'il veut faire, un nouveau projet, je ne sais pas moi, vendre des équipements dans une mine quelque part, engager un agent en France, on va arriver justement dans l'accompagnement. Beaucoup de temps qui est mis à faire carrément du conseil stratégique parce que, il y a des principes qui sont bons pour tout le monde, mais on va juste les appliquer différemment. Et le droit, puis la business, c'est pas des mathématiques ou de la physique, hein. C'est beaucoup une question de faits, de stratégie. Et il y a souvent plus qu'une façon de bien réussir, par exemple, sur un marché d'export. Il n'y a pas rien qu'une bonne manière de le faire, il y a des manières différentes qui vont être teintées par les faits, le produit, la concurrence, la personnalité même des dirigeants, des propriétaires d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à court, moyen, long terme? Au cours des dernières années, ça m'est arrivé de te poser des questions, puis tu m'as franchement très bien aidé. On va essayer de profiter du temps qu'on a ensemble pour aider les entrepreneurs au niveau de l'innovation. À quoi doit penser un entrepreneur quand il a une idée de nouveaux produits? Bon. La première étape, là. Parce que là, pouf, l'idée arrive, on pense qu'on est les seuls au monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Je dirais la première des choses, c'est qu'il faut réfléchir à l'interne ensemble avec du monde qui sont sur le payroll, donc des employés, parce que du côté canadien, on va quand même avoir l'aide
de la jurisprudence ou encore de certaines lois, comme la loi sur le droit d'auteur, qui va venir dire que ce qu'on innove, en autant que ce soit de nos employés, donc des gens sur le payroll, que, bon, ils en sont peut-être les créateurs, les auteurs, les inventeurs, mais vu que c'est dans le cadre de leur emploi, ça appartient à la compagnie. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on donne des mandats à l'externe à des consultants, on engage des contractuels, ou encore, des fois, par exemple, des associés d'une compagnie ne sont pas nécessairement sur le payroll. Des fois, ils se payent juste par dividende. Donc, en premier, ce qu'on veut s'assurer, c'est quand on innove, que tout ce qu'on va investir en temps, en argent, en ressources, ben, au moins, ça va bénéficier à l'entreprise et non pas du monde à l'externe. Donc, peut-être de consulter un petit peu pour, entre autres avec un avocat, pour se faire dire qu'on va attacher les choses correctement. Et si on a besoin de parler, parce que souvent, on ne veut pas raisonner en vase clos, ben, on va à ce moment-là aussi peut-être mettre en place des ententes de confidentialité avec un consultant externe ou autre, un partenaire, une université, par exemple, où il se fait beaucoup de recherche et de développement et où on veut faire confier peut-être de la recherche primaire, alors que nous autres, on va vouloir par la suite commercialiser. Donc, il faut se poser ces questions-là, puis attacher les ficelles au départ. Parce que si on ne le fait pas, ou encore on n'est pas tout à fait au courant, souvent, et c'est un gros problème qu'on a avec les entreprises, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses et quand vient le temps de retourner par en arrière, il y a des choses qu'on ne peut pas corriger. Hein? Celle-là en est une. Par exemple, on avait quelque chose qui était, mettons, brevetable, mais là, on l'a disséminé, on l'a rendu public, on l'a présenté à des clients potentiels, on l'a présenté à toutes sortes de monde. Puis on ne savait pas qu'il fallait que tout ça, ça soit confidentiel avec des ententes, et idéalement, même pas sorti de l'entreprise. Et quand on ne fait pas ça, bien, souvent, on vient de faire mourir tout le potentiel d'un brevet, par exemple, qui pourrait être obtenu sur une innovation technologique. Fait que ça c'est très lourd de conséquences, hein, parce que si tu as la chance d'avoir éventuellement peut-être un potentiel de brevet, tu obtiens un monopole, puis s'il est trop tard pour le faire, bien, malheureusement, tu as une bien bonne idée, mais que n'importe qui peut copier. Le risque de se faire copier, c'est ça qu'on veut éviter en allant chercher une protection comme un brevet. Mais là, ce que je comprends aussi, c'est que les employés de l'entreprise qui ont travaillé sur le produit peuvent dire, bien là, ça, c'est mon produit, j'en veux ils partent, puis ils veulent se l'approprier. C'est ça, je comprends? Ben, tu pourrais avoir effectivement ce problème-là ou encore des employés. Ça dépend toujours quel type de propriété intellectuelle on regarde. Quand on regarde, par exemple, le droit d'auteur avec les gens qui sont dans le domaine de l'informatique, bon, ils rédigent du code source. Le code source, généralement, tout ce qui est logiciel, la plupart du temps, en très, très grande majorité, c'est couvert par la loi sur le droit d'auteur. Puis la loi sur le droit d'auteur, ça laisse ce qu'on appelle les droits moraux à l'auteur d'origine, parce que pour l'instant, ça sort de la tête d'un humain, quelqu'un qui rédige du code. Et dans ce contexte-là, ben, il y a certains petits droits, comme la personne pourrait vouloir que son nom soit indiqué. Hein, comme étant l'auteur, ou encore pourrait s'opposer à ce qu'on modifie l'œuvre. On sait qu'en domaine informatique, on va modifier tout le temps. Fait que, c'est certain que très en amont, pas juste d'une innovation, mais dans une politique d'innovation, sachant que toute entreprise innove, c'est pas toujours le nouveau vaccin anti-COVID qu'on va faire, mais il va se créer de l'innovation dans toute entreprise. Ben, le volet employé demeure un point qui pourrait causer problème. Donc, il faut aussi que dans les contrats de travail, par exemple, on parle de l'innovation, qu'on parle de la propriété intellectuelle, qu'on mette les choses au clair avec les employés. Hein, et également, ben là, si on s'en va à l'externe ou si on met sur place des ententes de confidentialité, des ententes très claires sur à qui va appartenir la propriété intellectuelle qui suit le développement. Par exemple, vous faites développer un logo, vous faites développer un site web, vous faites développer une recette particulière de produits chimiques. Ben, si vous ne l'écrivez pas, ça ne sera peut-être pas à vous. Ce n'est pas parce que vous allez avoir payé que ça va appartenir à votre entreprise. Peut-être que vous allez juste avoir le droit de l'utiliser, ce qu'on appelle une licence. Donc, ces réflexions-là, malheureusement, dans les entreprises, à l'heure actuelle, les gens ne sont pas allumés encore très souvent là-dessus ou ils partent de choses qu'ils ont entendues tout croche dans le milieu. Donc, des fois, d'investir une couple d'heures, comme par exemple, je regarde, à peu près une couple de semaines, j'avais un client dans le domaine de la robotique, ils ont décidé de mettre quelqu'un en place à l'interne dont sa responsabilité va être justement l'innovation. Ben, le président, puis cette personne-là, le responsable, ils se sont dit, regarde, Micheline, on va s'asseoir 2 heures, là, puis, tu sais,
tu connais notre entreprise maintenant, voici ce qu'on fait, on veut faire, puis est-ce qu'on fait bien les choses? Qu'est-ce qu'on devrait faire différemment? Ben, c'est là que tu arrives, puis on essaye d'attacher justement toutes les petites cordes, les petites ficelles qui pendent partout tout croche. On va essayer de tout attacher ça. Puis après ça, ben, l'entreprise, quand son innovation sort, à ce moment-là, ben, elle va lui appartenir, elle va être capable d'être valorisée. Tu disais tantôt, on veut faire tout ça pour ne pas se faire copier. Oui, c'est vrai, mais pas juste ça. C'est aussi dans un contexte que de la propriété intellectuelle, ça vaut quelque chose dans une entreprise. Si on a quelque chose de breveté, on a un monopole. Si on a une marque de commerce enregistrée dans tous les pays où on va faire affaire, on a aussi une forme de monopole. Fait que ça, la journée où, par exemple, moi, chef d'entreprise, je décide, je prends ma retraite, je veux vendre ma compagnie, si j'ai des propriétés intellectuelles enregistrées, ça vaut plus cher. Mais combien ça peut coûter? Parce que moi, je me rappelle avoir entendu des entrepreneurs. C'est très variable. C'est variable, OK. C'est très, très variable. Ça dépend des types de propriétés intellectuelles. Des brevets, c'est sûr que c'est la propriété intellectuelle qui est peut-être la plus dispendieuse. Puis de toute façon, c'est parce que c'est aussi territorial, de la propriété intellectuelle. Donc, quand tu te mets à aller à l'échelle internationale, ben, il y a toutes sortes de mécanismes, de conventions que tu peux utiliser, mais les frais peuvent être relativement importants. Le droit d'auteur, ben, ça, c'est quelque chose qui coûte à peu près rien à part le frais gouvernemental. Très peu cher. Les marques de commerce, ben, ça dépend toujours. Oui, il y a des coûts qui vont être associés à ça. Les coûts gouvernementaux vont varier d'un endroit à l'autre, ou encore si on passe par les nouveaux protocoles ou les nouvelles conventions comme le système de Madrid, qui a eu pour effet de diminuer quand même substantiellement beaucoup de coûts quand on est capable de s'en prévaloir. Il y a des stratégies à mettre en arrière. Mais qu'est-ce que ça vaut? L'important, c'est est-ce que je vais avoir un monopole? 2, est-ce que quand je vais vendre mon entreprise, ça va valoir plus cher? Si je rentre du capital de risque, si je veux obtenir un financement, ou encore si je veux être capable de me battre contre quelqu'un qui me copie, ben, si je n'ai pas de droit, je ne peux pas me battre non plus. Je vais prendre on vient de faire un balado avec Citadel. Eux, ils ont une politique d'innovation, ils sortent un nouveau produit à chaque trimestre. Comment peuvent-ils protéger leurs nouveaux produits? C'est beaucoup de sous. Est-ce qu'ils protègent chacun? Est-ce qu'ils devraient protéger tous les produits, tous les nouveaux produits? Parce que là, on parle… Ça devient vraiment une question au moins de se poser des questions, de stratégie. Moi, je me dis, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, là, dès qu'il y a quelque chose de propriété intellectuelle, tu le protèges partout dans le monde, ça serait merveilleux. Mais ce n'est pas le cas d'une PME. Une PME n'a pas toujours, même une grande entreprise au Québec n'a pas toujours les moyens. Si on prend du monde comme Microsoft ou Apple, c'est sûr que leurs innovations, quand ils ont des brevets, ils les enregistrent partout. Quand ils ont des marques de commerce, ils les enregistrent partout. Mais ils investissent des millions et des millions et des millions de dollars de protection. Donc, ça devient, on vient à se poser la question en matière d'innovation, mais qu'est-ce que j'ai devant moi? Est-ce que j'ai quelque chose qui est brevetable? Ça, il faut se poser la question. Est-ce que c'est brevetable ou pas? Donc, ou encore, est-ce qu'il y a déjà un brevet qui existe? Parce que ça, c'est souvent un problème. Les gens inventent quelque chose puis ils pensent que ça n'a jamais existé sur Terre. Mais des fois qu'on fait des petites recherches, un agent de brevet va découvrir que le projet existe déjà, l'innovation existe déjà, puis que si tu veux t'en servir, tu ne peux pas en ce moment sans risquer de te faire poursuivre. Donc, en termes d'innovation, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a déjà dans le marché. Même chose pour une marque de commerce. Je veux choisir un nouveau logo ou un nouveau nom à mon produit, mon nouveau Coke, mon Q-Tips, mon Oasis à moi. Ben, ça vaut la peine d'investir pour dire ce qu'elle est disponible, cette marque-là, avant d'avoir dépensé des dizaines de milliers de dollars de publicité. Donc, vérifier, puis après ça, on décide ce qu'on fait. Donc là, dans le fond, une entreprise qui a un produit, qui veut commencer à exporter sur un marché, doit se poser la question, est-ce que je protège ma marque de commerce sur ce marché-là? Est-ce que je protège aussi mon innovation pour ce marché-là? La question se pose pour chacun des marchés. Comme par exemple, en Europe, est-ce que c'est l'Union européenne ou c'est par pays? Je vais te donner un exemple. Par exemple, si on parle de marques de commerce, des marques de commerce, tu pourrais techniquement déposer dans chacun des pays si tu voulais. Il existe également la marque de l'Union européenne qui regroupe les 27 pays membres. Donc, le UK, le Royaume-Uni n'est plus dedans. Ça fera un dépôt séparé. La Suisse n'est pas là-dedans non plus, la Norvège. Donc, quelqu'un qui dirait, et certains pays limitrophes, là, quand tu t'en vas du côté de l'Est, ils ne sont pas tous membres. Donc, très souvent,
souvent, ce qu'on va faire avec un client qui s'en va en Europe va être de déposer une marque de l'Union européenne pour être capable d'avoir, pour le prix que ça coûte d'avoir un ou deux pays, tu en as 27 de l'achat. C'est quand même intéressant. Ouais. C'est intéressant. Maintenant, il y a aussi le nouveau système, comme j'expliquais tantôt, le système de Madrid, qui, dans le fond, maintenant, permet, une fois qu'on a déposé notre marque au Canada, ou encore, si on a une marque qui existe déjà au Canada, qui a été déposée récemment ou encore qui est enregistrée, ben, on peut transformer, faire une demande de dépôt international où là, on va payer tous les frais gouvernementaux au début, en francs suisses. Il va y avoir une petite validation de fait, puis après ça, ça va tomber dans chacun des pays pour savoir si l'enregistrement peut être obtenu. Il y a des avantages à tous ces systèmes-là. C'est ça qu'on discute, dans le fond. Ce qui est important, dans le fond, c'est de créer un dialogue dans l'entreprise entre toute l'équipe qui commercialise, l'équipe qui innove, les juristes là-dedans aussi, agents de brevet, agents de marque, pour justement analyser, est-ce que j'ai quelque chose qui est possible de faire avec ça? 2, est-ce que ça vaut la peine de l'enregistrer ou pas? Bon, je parlais à une entreprise minière pas plus tard que tantôt, puis c'est une entreprise qui, comme PME, ont fait un choix, par exemple, de déposer une coupe de brevets qu'ils ont obtenu, mais ils ont fait une sélection quant à un certain nombre de pays qui avaient le maximum de potentiel, basé sur bon, c'est des équipementiers, des entreprises qui, où sont les pays qui pourraient techniquement les concurrencer. C'était une approche. C'est sûr que ça avait été une multinationale, ils seraient peut-être allés dans les 100 quelques juridictions. On ne parle pas des mêmes budgets non plus. Donc, comme chef d'entreprise, une fois que vous allez avoir discuté, regardé, là, c'est là que vient votre choix à faire comme entrepreneur. Okay? En parlant avec toi, ça me fait penser à une entreprise que je connais bien qui est arrivée en Europe, puis sa marque de commerce était déjà utilisée. Ah oui. Quand il est arrivé là-bas, ben, ils ont été obligés de faire une entente, puis ils ne pouvaient pas vendre tous ces produits sous ce nom-là, sur ce territoire-là, parce que ça se compétitionnait directement. Mais je me mets à la place du petit entrepreneur qui a une vingtaine d'employés. C'est quelque chose à se démêler. Aurais-tu des conseils pour eux? Ouais. Commence, là. Ben, écoute, je te dirais, ils n'ont pas le choix de peut-être se payer une couple d'heures de consultation, puis qu'on soit capable de leur expliquer. Des fois, aussi simple que de faire la différence entre, quand on parle d'innovation, là, on parle de brevets, on parle de marque, on parle de droits d'auteur, de dessin industriel, de know-how, de secrets commerciaux. Les gens mélangent tout ça. Comment de fois que les gens nous appellent, disent « Hey, Micheline, j'aurais besoin d'un brevet », puis tu réalises que c'est une marque, ils sont mélangés. Donc, les démêler, répondre à leurs questions génériques. Hein? Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils fassent des choix stratégiques. Hein? Puis quand tu travailles avec la PME, ben, à un moment donné, tu essayes d'être accommodant, mais veut pas, on s'en va jouer dans la cour des grands. On crée notre innovation chez nous, puis surtout, si on veut attaquer des marchés étrangers, ben, aller à l'export, ça coûte des sous. Hein, ça coûte des sous aller à un trade show, mais ça coûte des sous d'un point de vue juridique également ou fiscal, ça a plein de conséquences. Fait que, ce qui est un peu, je dirais, ce qui est le plus difficile, c'est je dirais, l'entreprise ou la PME qui, en partant un type de produit de classe mondiale ou qui se vend sur le web, parce qu'automatiquement, même si c'est sur le web, tu te ramasses à vendre dans toutes les juridictions hein, où ça se ramasse. Donc, à un moment donné, les frontières sont encore là, hein, malheureusement. Est-ce qu'il y a un impact si on vend? Bon, par exemple, je suis une entreprise, je vends sur le web, c'est facile. Je peux avoir des clients. Ça a l'air facile. Oui, ça a l'air. Mais c'est facile pour moi de conclure la vente, de l'envoyer. Est-ce que si je fais un premier envoi sur le marché, à quelque part, c'est une erreur si je ne me suis pas protégée? Bien, c'est sûr que tu peux te faire copier ton produit, tu peux te faire certainement copier ta marque, ou encore tu peux te ramasser qu'éventuellement tu vas te faire poursuivre parce que là, tu es en train de prendre un produit qui porte un nom. Mettons que tu viens de sortir un nouveau T-shirt, puis toi, tu appelles ça, je ne sais pas moi, Polo, hein, oui. La marque ou Lacoste. OK? Puis tu ne saurais pas que Lacoste était une compagnie mondiale, mais tout le temps qu'elle existait juste en Europe. Bien, c'est pas parce que tu appelles ton gilet Lacoste, si tu l'envoies en France ou en Belgique, les gens qui ont payé pour enregistrer leur marque Lacoste, puis qu'à un moment donné, ils vont voir ton produit arriver, ils vont dire « Wow, minute, ça ne marche pas ». Donc, ils peuvent prendre des procédures, ils peuvent faire saisir tes containers, tes paquets. C'est sûr que si tu l'envoies la petite pièce, les chances que tu te fasses pogner sont plus difficiles à jauger, mais n'empêche,
le but de la propriété intellectuelle, puis la raison pour laquelle il y a tant de gens qui investissent là-dedans maintenant, c'est pour justement avoir un monopole territorial. Écoute, c'est un bel exemple de ça, juste pour donner une idée de l'importance que peut avoir juste la propriété intellectuelle dans le monde. Il y a un congrès, OK, qui se tient à chaque année. Je ne vous donnerai pas les chiffres des congrès virtuels de la période COVID, OK, mais ça s'appelle l'INTA, International Trademark Association. Le congrès annuel, généralement, avait au-dessus de 10 000 inscrits et tu pouvais calculer qu'il y avait probablement le même nombre de gens qui étaient présents sans s'inscrire dans les frais officiels du congrès. On prenait d'assaut à coût de 15-20 000 avocats, agents de marque, agents de brevet, une ville comme Barcelone, comme Chicago, comme Singapour, où ça devait avoir lieu. Et ça, tu peux calculer qu'un bureau comme chez nous, on partait à 2 seulement. Mais le groupe qui joue là-dedans est plus élevé que ça. Même les grands cabinets n'envoyaient pas tout leur staff. Donc, ça donne une idée de l'importance. Et tout ce monde-là va se rencontrer pour apprendre ce qui se passe à l'étranger, apprendre des bonnes pratiques, suivre des webinaires ou des séminaires. Mettons, qu'est-ce qui se passe récemment en Chine, qui est un gros problème de contrefaçon, créer des liens avec des bureaux spécialisés pour aider chacun de nos clients. Moi, j'ai des cabinets de Serbie, de Slovaquie, d'Allemagne qui nous envoient des mandats de protection, par exemple. Mais j'aime ça. Tu viens de me parler de la Chine, là. Ça, ouais. Ça fait peur. Ouais, les entreprises ont vraiment peur. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur de commercialiser en Chine? Réponse oui. Oui, parce que la copie, c'est intrinsèque que vous allez être copié. C'est sûr. Bon. Par contre, en Chine, si vous avez l'intention d'aller faire fabriquer, si vous avez l'intention d'aller y vendre, nous, on dit à nos clients d'être très, très, très défensifs puis d'investir dans de la protection. Justement, par exemple, les marques de commerce, d'aller faire ça, puis pas juste avec le nom, mettons votre nom, mettons que c'est Oasis. En nommer un. Bon, on est habitué de le voir ou Tommy Hilfiger. Bon, on le voit. Mais pour des Chinois, c'est des caractères qui n'ont pas de signification, sauf ceux qui parlent anglais ou français. Donc, c'est un peu comme nous quand on regarde des caractères chinois, on ne comprend rien. Pour nous autres, c'est des images. Donc, c'est sûr qu'une entreprise qui veut s'en aller là-bas, il ne faut pas juste qu'elle pense à enregistrer son Tommy Hilfiger en caractère latin, mais il faut qu'elle adopte une translittération. Donc, quel caractère chinois pour dépeindre sa marque qu'elle va adopter officiellement. Puis à ce moment-là, on protège la marque aussi en caractère chinois. Puis ils ont toujours une double signification. Fait que, il y a toutes sortes de façons de l'enregistrer un peu au son, mais avec des belles nuances en arrière. Et c'est important parce que au niveau du bureau des marques, le nombre de marques qui ont été déposées en Chine est spectaculaire. J'avais regardé je pense qu'en 2019 ou en 2020, la dernière fois que j'ai donné une petite conférence sur particulièrement la Chine, on était au-dessus de 3 millions de marques déposées à 80 ou 85 quelque chose du genre, 75 par des entreprises chinoises. Ça, dans mon livre, ça ne veut pas dire qu'on parle de 2,5 millions nouveaux produits chinois. On parle de toute une industrie de l'appropriation des marques. Ce phénomène-là, on appelle ça des trolls. OK? Donc, c'est des gens qui investissent, qui payent pour enregistrer la marque de commerce, puis après ça, ils t'attendent, ils voient que tu rentres sur le marché et là, devine quoi? Tu es en contrefaçon, c'est moi qui ai la marque, paye-moi si tu veux l'acheter, puis ça ne se vend pas 5 000 À l'époque, on achetait ça pour 2 3 5 000 c'est plus le cas. Donc, ça vaut la peine d'y penser au niveau de la Chine. Il faut savoir que la Chine a aussi beaucoup investi de temps et d'efforts pour arriver avec de la réglementation de plus en plus sévère justement contre ce phénomène-là. Ils veulent attirer l'industrie chez elles. L'industrie étrangère s'est installée là, c'est beaucoup plein de se faire voler, de se faire copier. Donc, il y a eu des gros efforts de la part de la Chine systématiquement depuis les 10 dernières années. Ils ont créé des tribunaux spécialisés. Ils ont des recours administratifs très, très efficaces pour faire saisir du matériel contrefait. D'ailleurs, des bureaux comme un des bureaux qu'on utilise, je me rappelle, qui est un des premiers bureaux qui avait commencé à travailler en termes d'enregistrement de marque quand la Chine s'est ouverte aux autres pays, à l'époque, ils faisaient 80% de leur
de leur job, c'était d'enregistrer, mettons, des marques, puis 20 de faire des enquêtes, puis de saisir. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Ça donne une idée du volume de choses qu'il peut y avoir de Donc, il y a de contrefaits. l'action. En Chine, il y a des choses Ah, qui se c'est passent. fou. Donc, si moi, j'ai un brevet, j'ai fait protéger ma marque, je suis capable de me défendre. C'est Si ça? j'ai, oui, c'est territorial. Donc, si je vais chercher ma marque de commerce, je vais être capable de protéger quelqu'un qui va prendre la même marque, le même logo, quelque chose de similaire. Si j'ai un brevet, je vais pouvoir empêcher quelqu'un de fabriquer, hein, de vendre, d'exploiter, dans le fond, ce que mon brevet avait comme nouveauté. Un mot bien important en termes des brevets, les brevets et les dessins industriels, à la différence d'une marque. Une marque de commerce, si tu ne vas jamais en Chine, puis tu ne vas pas en France, puis que comme entreprise, tu te mets à faire ça 5 ans plus tard, ben peut-être que rendu à l'année numéro 4, ça serait le temps de regarder pour l'enregistrer, parce que ça ne se fait pas en criant lapin. Ça prend des mois, puis dans certains pays, des années. Mais on peut, sur une base d'opportunité, déposer l'enregistrement d'une marque de commerce si elle est disponible. Ce n'est pas le cas d'un brevet. Un brevet ne pourra être enregistrable dans le monde qu'en autant qu'il n'ait jamais été publicisé, rendu accessible, vendu comme produit. Jamais. L'exception, Canada, États-Unis, Mexique, je vais avoir un an. Si je m'y prends sur le table, j'aime, mon Dieu, on a oublié de demander un brevet. Ben, OK. entre le moment où tu as, mettons, vendu et rendu public ton invention pour la première fois, tu as un maximum d'un an. OK. Ailleurs dans le monde, il est trop tard, tu n'auras jamais de chance de faire un brevet. Donc, en ce moment, on a beaucoup de clients qui, par exemple, ont obtenu des brevets à une certaine époque, juste Canada ou Canada-US. Puis là, tout d'un coup, ils veulent s'en aller en Europe, ils veulent s'en aller dans l'Amérique latine, ils veulent aller en Chine. Zéro protection, on ne peut plus l'obtenir. Trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Bon, Non. on va prendre, si on prend un exemple concret, là, les vélos électriques, là, c'est rendu là, super populaire. Moi, j'invente un vélo électrique, je suis vraiment brillante, c'est extraordinaire, tout le monde tripe sur mon produit. Je le sors, je commence à le vendre, je n'ai pas pensé à le protéger. Dans ma première année, je l'enregistre. Je veux commencer à exporter, mais j'ai fait quelques ventes là, à l'international. Est-ce que c'est protégeable ou pas? Ben, ça dépend quoi. C'est-à-dire que ton vélo électrique, un vélo électrique, ça existe déjà. Donc, quelle est la portée des brevets à l'heure actuelle qui existent, qui sont valides et qui t'empêchent, toi, d'en fabriquer? Parce que souvent, ce n'est pas nécessairement l'ensemble du vélo qui est électrique. Ça pourrait être un petit bidule, un peu comme une distributrice à liqueur où le premier qui a inventé que c'est un petit ressort comme ça, l'autre, c'est une traque qui avance. Donc, tout dépendant, s'il y a quelque chose de breveté, ça peut être très limité. Si tu veux utiliser cette technologie-là qui est brevetée, tu n'as pas le droit, à moins de demander une licence puis de payer quelqu'un, le propriétaire du brevet, pour dire, ben, est-ce que tu me donnes une licence? Puis là, tu vas te mettre dans des négociations. Puis un brevet, ça dure combien d'années? Ça va être 20 ans à compter du dépôt. Donc, c'est pas renouvelable. Un vélo électrique, ben, tout dépendant comment il est fait, s'il est très stylisé, on pourrait aussi penser à ce qu'on appelle un dessin industriel. Le dessin industriel, ça ne protège pas le fait que c'est un vélo qui est électrique. Il protège la forme spéciale de ton vélo. Donc, si par exemple, je ne sais pas, ton cadre était fait comme un zigzag, 3, 4, 5 zigzags, ce qui n'est probablement pas très aérodynamique ni confortable, là, on s'entend, mais je donne un exemple extrême. Il n'y a pas d'autres vélos qui ont un paquet de zigzags dans le frame, dans le cadre du vélo. Ben, peut-être que je pourrais obtenir au moins un dessin industriel. Ça n'empêchera pas quelqu'un d'autre de faire un vélo électrique. Okay. Mais il ne pourra pas prendre un dessin substantiellement similaire. La marque de commerce, ben là, c'est comment je l'appelle, mon vélo électrique. Ben, idéalement, là, rien qui dit le mot vélo puis qu'il y a le mot électricité dedans. On peut-tu trouver quelque chose qui est original? Parce que malheureusement, en communication, souvent le principe de la communication, c'est que les gens, en communiquant, comprennent rapidement c'est quoi ton produit. Donc, c'est sûr que si dans ma marque, je mets le mot vélo ou vél ou électrique ou quelque chose qui a ben, à ce moment-là, c'est le réflexe naturel de tout le monde qui fait des produits électriques puis de tout le monde qui fait du vélo. Fait que notre marque, elle ne sera jamais forte. Elle va probablement être diluée, voire même non enregistrable pour toutes sortes de raisons. Donc, avant de mettre un nom, là, hein, puis de développer le logo, puis d'avoir dépensé sur un site web, puis des étiquettes, puis les affiches à les pancartes à la porte, etc., est-ce qu'on pourrait peut-être vérifier au moins au Canada si c'est disponible, puis peut-être ou si c'est enregistrable? Mettons, l'électro-vélo, pas sûr que je serais capable de l'enregistrer au Canada parce que ça viendrait contre un des principes qu'on a dans notre loi qu'une marque ne peut pas être
être générique, descriptive, de façon vraie ou trompeuse des caractéristiques d'un produit. Donc, il faut vraiment, très tôt dans le processus, quand vous êtes en innovation, attendez pas à la fin pour appeler. Vous pensez que vous avez quelque chose, vous êtes en train de réfléchir, faites-vous expliquer les principes, quitte à ce que vous validiez à coup d'un petit 15 minutes, d'une petite demi-heure, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, mais que vous ne passiez pas des étapes importantes ou vous ne fassiez pas d'erreur qui va avoir une répercussion économique importante. Par curiosité, Micheline, là, les gens, les entrepreneurs, c'est quoi à peu près le pourcentage de ceux qui font les choses vraiment dans l'ordre comme il faut? Je te dirais, ceux qui s'y prennent souvent assez bien, c'est les entreprises qui sont souvent très hautement technologiques. Donc, je ne sais pas si on est dans le medical device, d'un produit, dans des choses comme ça. Souvent, c'est relié à des centres de recherche, à des universités. Donc, c'est un milieu dans lequel souvent l'institutionnel a beaucoup investi et il y a des politiques de propriété intellectuelle. La grande entreprise, souvent, a des gens spécialisés aussi là-dedans, donc qui sont allumés à tout ça. Dans la PME, c'est parfois plus difficile. Et on le voit d'ailleurs, regardez les nouvelles politiques des gouvernements qui ont été mis sur pied justement pour encourager, ils vont mettre des millions de dollars. Donc, il y a des subventions à aller chercher qui couvrent du juridique, des marques, des agents de brevets là-dedans. Là. Donc, pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'avancée et le succès sur notre propre marché et sur les marchés internationaux repose qu'on innove. Si vous êtes un fabricant de balais à neige, ben, il y a des nouvelles pour vous, là. Il y en a un nouveau balai qui est sorti sur le marché il n'y a pas tellement d'années. Hein, puis il n'y a pas de petit poil. Écoutez, ça va tellement bien, je ne veux plus rien savoir et je ne rachèterai plus jamais un balai à poil depuis que j'ai ce nouveau balai-là. Je ne sais pas si un jour le propriétaire de l'entreprise, je ne le nommerai pas, mais tu sais, cette innovation-là va avoir révolutionné. Donc, il faut regarder tout ça, là. Je pense que c'est important. Puis, n'oubliez pas la partie subvention, parce que ça aussi, l'argent des gouvernements est là. Il y a de l'appui de toutes sortes de gens. Si vous êtes en innovation, il y a des gens comme, évidemment, vous autres, passez par votre ORPEX, hein, parce que l'ORPEX, la vôtre, entre autres, très, très dynamique dans toute votre région. Vous avez du monde allumé à la propriété intellectuelle en plus, à l'innovation. Vous êtes capable de dispatcher aux bonnes ressources. Il y a le CNRC, par exemple, qui aussi finance des choses. Moi, je suis un des 2 seuls conseillers juridiques qui est un expert reconnu par l'ADRIC RCTI et le CNRC, justement pour de l'accompagnement très limité, par exemple, qu'on fait avec ça. Mais il y a de l'aide autour, là. Donc, informez-vous, mais faites-le de façon extrêmement serrée, confidentielle, et particulièrement si vous pensez que vous avez une innovation qui aurait un potentiel de brevet, donc quelque chose mécanique, procédé ou autre, là, il faut se poser la question avant que ça sorte. Très, 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 très important. Je te remercie, Micheline. C'était une belle rencontre. On va se rencontrer bientôt, assurément, pour couvrir un autre sujet juridique. Bien, ça fera plaisir. Puis écoutez, bonne chance et c'est important d'innover. Hein, si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et ça va venir gruger vos parts de marché, malheureusement. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!